Bienvenue Loïc sur le premier podcast d'Horatio Podcast. C'est un vrai plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui sur ce podcast. Et je vais juste commencer par te demander de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Merci, Nicolas pour, ton invitation et cette, opportunité dans ce beau projet. Loïc Lancio, je suis avocat, au barreau de Douai depuis un peu plus de, heu, 2 ans, maintenant. Je travaille essentiellement dans des contentieux, droit du travail, droit administratif, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir après dans la présentation. Et je suis également enseignant à l'université de Lille. Très bien, très bien. Et dans ce cas-là, est-ce que tu peux simplement nous expliquer un avocat, ça sert à quoi? C'est quoi un avocat? Alors un avocat, ça sert à défendre des personnes qu'on appelle des justiciables dans les litiges qu'ils peuvent rencontrer. Alors ça peut être c'est très varié hein, comme mission, mais ça peut aller du simple conseil, une personne qui va venir nous voir parce que elle a un problème ou elle pense qu'elle pourrait avoir un problème et donc elle va nous demander conseil, ce qu'elle doit faire, comment elle doit agir, jusqu'à la défense dans les tribunaux. Et donc notre rôle, c'est vraiment de représenter les intérêts de la personne qui vient nous voir et de faire au mieux pour que cette personne eh bien, connaisse un sort du point de vue juridique, un sort qui soit le plus favorable possible pour elle. Et comment t'es venue cette idée-là? Qu'est-ce qu'il y a eu dans ta vie ou qu'est-ce qu'il y a eu en toi? Pourquoi cette volonté de devenir avocat? Alors, cette volonté de devenir avocat, finalement, elle m'est venue assez tardivement. J'ai su depuis longtemps que je voulais partir dans la filière juridique, hein, que je voulais faire des études de droit. Mais je suis passé par plusieurs projets de métier. Et finalement, j'ai essayé pendant les études de faire différents stages dans les professions juridiques, donc avec des magistrats et avec des avocats. Et lorsque j'ai comparé les deux, je me sentais plus à l'aise dans dans la peau de l'avocat. Je me voyais plus, moi, professionnellement, évoluer chez les avocats plutôt que chez les magistrats. Donc, j'ai passé les examens nécessaires pour devenir avocat. Et avocat, est-ce que c'est comme dans les films? Est-ce qu'on est toujours là à plaider, à parler, à essayer de convaincre un jury? Est-ce que finalement c'est ça le rôle de l'avocat? Alors ça peut être ça, mais ça n'est pas que cela. Et en tout cas, c'est pas le rôle de l'avocat en France, c'est pas le rôle de l'avocat de la série télévisée ou des films de production américaine. Hein. C'est pas du tout ça. Le rôle et les pouvoirs qu'on a en France en tant qu'avocat sont assez différents. Alors bien évidemment, il y a cet aspect de convaincre un jury dans certaines hypothèses, convaincre des juges dans d'autres hypothèses. Ça fait évidemment partie de notre métier, mais c'est la face un petit peu visible de ce qu'on fait en tant qu'avocat. Il y a derrière tout un travail de bureau, parce que finalement, on n'arrive pas un jour au tribunal pour défendre Monsieur X, qui est accusé par exemple d'avoir frappé quelqu'un, sans avoir avant étudié le dossier, sans avoir rencontré Monsieur X pour avoir sa version de l'histoire, savoir si effectivement il est d'accord avec ce qu'on lui reproche ou pas, le connaître, connaître sa personnalité, étudier, mettre en forme le dossier pour pouvoir arriver le jour de l'audience avec des éléments à apporter pour défendre Monsieur X. Donc derrière, il y a tout un travail de bureau qu'on ne voit pas, parce que cette face-là, c'est la face qui est pas présentée, mais qui est quand même très importante dans le métier d'avocat. Et donc, pour toi, ça représenterait combien en termes de pourcentage ce travail de bureau comparativement au travail devant le juge à l'audience?
Alors, c'est compliqué à estimer parce que il y a pas de modèle type d'avocat suivant ce qu'on va faire comme comme activité, comme matière du droit en fait. On va être amené plus ou moins à aller devant les tribunaux et à passer plus ou moins de temps au tribunal. Si on prend l'avocat qui va faire du droit de la famille ou du droit pénal, donc qui va euh, s'intéresser en fait au litige entre les membres de la famille, entre les parents, ou sur les modalités de garde des enfants, sur les pensions alimentaires, ou du droit pénal, c'est-à-dire lorsque une personne va être poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des infractions, hein, parce que cette personne a fait des bêtises. Euh, Ce sont des avocats qui vont avoir plus tendance à être devant les tribunaux. Et je pense que peut-être on peut estimer le temps de présence au tribunal par rapport au temps de bureau, peut-être sur du 50-50 à peu près. Par contre, il y a des avocats qui vont être très peu au tribunal parce qu'en fait, il y a des matières qui se plaident très peu. Par exemple, moi, dans mes matières, alors j'ai une matière qui m'envoie quand même assez régulièrement au tribunal, c'est le droit du travail. C'est lorsqu'un salarié a un litige avec son patron. Hein. Par contre, l'autre branche du droit que je pratique, qui est le droit administratif, il y a très peu de plaidoirie, donc très peu d'oralité devant le tribunal. Tout est essentiellement écrit. Et donc, moi, j'estime que mon temps de bureau, par rapport à mon temps d'audience, mon temps de bureau est plus de l'ordre de 70-75%, et mon temps d'audience est plus de l'ordre entre 25 et 30% à peu près. Et toi qui es spécialisé, comment on fait pour se spécialiser? Admettons là, une personne nous écouterait et elle voudrait uniquement faire du droit pénal, c'est possible ça? Alors, je suis pas spécialisé au sens propre du terme, parce que un avocat qui est titulaire d'une spécialisation, c'est un avocat qui a passé un diplôme Mmh. supplémentaire une fois qu'il est avocat pour travailler plus spécifiquement dans des domaines déterminés. Alors, il y a plein de mentions de spécialisation, le droit pénal en fait partie. Moi, dans mon activité, il y a deux spécialisations possibles. Il y a le droit du travail et le droit public. Donc moi, je ne suis pas spécialisé au sens, on va dire, juridique du terme. Simplement, la consistance de mes dossiers, c'est-à-dire les dossiers que j'ai moi et que je travaille, ce sont des dossiers dans ces matières-là. Donc en fait, on parle d'activités dominantes. Donc mes activités dominantes, ce sont ces deux matières-là. Et comment on en vient à faire une activité dominante? Alors souvent, c'est la formation qu'on a à l'université. Mmh. Qui fait que derrière, on va être à l'aise dans certaines matières et donc on va prendre ces matières-là. Mais ça peut être aussi nos premières expériences en tant qu'avocat. En tant qu'avocat, on va découvrir des contentieux, des dossiers qui vont nous intéresser. Et donc, on va être amené à les prendre, et si on a une bonne affinité sur les dossiers, on va pouvoir euh, chercher toujours à avoir plus ce type de dossier. On va aussi peut-être communiquer plus sur ce type de dossier, et ça fait que des personnes vont nous contacter pour ces dossiers-là. Et c'est comme ça qu'on en vient en fait à traiter, à être reconnu comme traitant tel ou tel domaine dans les dossiers. Ouais, c'est vraiment cette question d'appétence personnelle que tu découvres au fur et à mesure qui va t'orienter plus vers ce domaine-là, en fait. Oui, et puis le constat aussi que le droit, c'est une matière qui est très large et qui est aussi très complexe. Donc même en tant qu'avocat, on peut pas maîtriser, on peut pas savoir tout sur tout en droit. Et l'idée, c'est que quand une personne vient nous voir parce qu'elle a un problème, on est obligé, nous, de trouver la meilleure solution à son problème. Donc il faut qu'on sache répondre à son problème et puis envisager son problème globalement pour, pour éviter en fait qu'elle tombe dans un piège qu'on ne connaîtrait pas parce qu'on ne maîtrise pas suffisamment la matière, la matière de son problème.
Donc ça, c'est important aussi. Il faut savoir dire en tant qu'avocat qu'on ne sait pas forcément tout faire, et donc on va travailler les dossiers dans ce que l'on sait faire. Il y a un point important que tu as souligné. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui me demandent et qui envisagent des études de droit. Est-ce qu'il faut apprendre tout par cœur? Est-ce qu'il faut savoir tout par cœur sur le bout des doigts? Donc là, tu es en train de nous confirmer qu'en fait, pas du tout. Non, 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 il faut pas tout savoir par cœur. Ce qu'il faut quand on fait des études de droit, ce qu'il faut, c'est savoir chercher l'information. On peut, et même on doit, quand on a quelque chose qu'on ne sait pas, dire que l'on ne sait pas finalement, et qu'on va étudier la question pour pouvoir donner une réponse approfondie. Et puis, il faut bien se dire aussi que ce qu'on apprend à l'université, on va souvent apprendre des choses qui ont déjà été jugées, qui sont relativement claires, qui sont bien établies. Et on se rend compte que dans la réalité, quand on travaille un dossier, les choses sont pas forcément si claires. Bon, on va commencer les questions qui fâchent un peu. Un avocat, est-ce que ça gagne bien sa vie? Parce qu'on entend beaucoup que voilà, l'avocature, enfin les avocats, c'est vraiment un métier prestigieux. Combien ça gagne un avocat? Alors, c'est compliqué de répondre de façon précise à la question. La rémunération, elle va dépendre de beaucoup de choses. Euh, Quand on est avocat, on peut être soit salarié, soit Mhm. indépendant. Donc, quand on est salarié, on a un patron et on n'a pas sa propre clientèle, et le patron nous donne un salaire, comme n'importe quel salarié. Quand on est indépendant, là, on perçoit ce qu'on appelle du chiffre d'affaires, c'est-à-dire une rémunération pour les affaires qu'on rentre, de façon personnelle. Sur cette rémunération, il y a un certain nombre de charges qui sont à peu près progressives. Au début, on en a moins, et puis plus on avance, plus on en a. Voilà. Et ça peut aller jusqu'à 50%, de charges. Et il y a des domaines du droit qui payent aussi mieux que d'autres. On sait classiquement que souvent les avocats qui travaillent dans le milieu du droit des affaires, dans les nouvelles technologies, dans le droit bancaire, ont tendance à gagner mieux que d'autres branches du droit. Alors, ce sont des moyennes, hein. C'est pas une vérité, Et- absolue. mais gagner mieux, qu'est-ce que tu entends par gagner mieux? Ça se compte en centaines d'euros, en milliers d'euros? Oh non, c'est en milliers d'euros. Oui, oui, Ah, c'est en milliers d'euros. On peut avoir chez les avocats des avocats qui vont être au SMIC, parce que c'est une réalité, ah ouais. et des avocats qui vont toucher 10, 15, 20, 30 000 euros par mois. Ça aussi, c'est une réalité. Mais des Donc, avocats c'est au vraiment SMIC, changé. excuse-moi de te couper, des avocats au SMIC, c'est quelque chose qui arrive souvent. Qui arrive souvent, je ne sais pas, qui arrive, oui, qui arrive souvent, je saurais pas quantifier dans quelle proportion ça arrive. Mais oui, ça peut arriver parce que je ne sais pas si tu as prévu de parler de la façon avec laquelle on est payé. Non, mais tu peux en parler. Tu peux en Alors, parler. en fait, quand on est avocat, alors on est payé par les personnes qui viennent nous consulter, donc par les justiciables, Ouais. mais il arrive que dans un certain nombre de cas, ces justiciables n'aient pas les moyens de pouvoir régler les honoraires. Les honoraires, c'est comme ça qu'on appelle en fait la rémunération d'un avocat, par eux-mêmes. Et donc dans ces cas-là, en fait, si leurs ressources sont faibles, elles peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle. Et c'est quoi ça? Alors l'aide juridictionnelle, c'est une somme d'argent qui est allouée en fait par l'État pour chaque type de procédure. On le sait par avance, quand on commence une procédure, on sait qu'on va être payé autant, mais on ne va être payé qu'une fois que notre mission d'avocat va être accomplie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait toute la procédure, donc on va être payé qu'à la fin. Alors que quand on a des honoraires
d'un client qui nous rémunérerait de lui-même dans ce cas-là, souvent on va plutôt être payé au début ou tout au moins dans les premiers temps de la procédure. Ça veut dire que quand on est en fait sur ce système d'aide juridictionnelle, on va parfois être payé 2 ans après avoir commencé, ou 1 an et demi après Ah avoir ouais, quand même. commencé la procédure. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, en fait, on travaille, mais on fait l'avance du travail pour récupérer derrière l'argent. Ce qui fait que parfois, il y a des moments où effectivement, quand on n'a pas trop de missions qui se terminent, qu'on ne peut pas récupérer en fait l'argent de l'aide juridictionnelle, il y a des moments où ça peut être compliqué de faire rentrer de l'argent. Alors, il faut savoir que quand on est indépendant, on n'a pas donc un salaire fixe versé tous les mois. Euh, En gros, plus souvent, on essaye de regarder sur une année combien on a touché. On regarde combien on a de charges. On fait la différence entre les deux pour qu'on ait toujours assez d'argent pour payer les charges sur notre compte. C'est un peu comme de l'argent de poche. On a autant d'argent, on veut acheter telle et telle chose, on a besoin de payer telle et telle chose, on l'enlève et puis on voit ce qui reste. Là c'est un peu pareil. Donc on essaye de calculer à peu près par année combien on gagne et ce que ça peut nous faire par mois, ce qu'on peut se permettre de prendre par mois. Donc c'est vraiment très variable. Mais je crois que tu l'as mentionné, 50% de charges. Est-ce que toi, à titre personnel, je ne sais pas si tu aborderas la question, mais est-ce que tu ne trouves pas ça quand même incroyable, 50% de charges? Ça veut dire, si j'ai bien compris, qu'on t'enlève la moitié de ce que tu gagnes. Ah, j'ai eu un petit incident du direct, ça a frisé un petit peu, j'ai pas entendu la fin de ta question. Donc, je te disais, 50% de charges. Oui, On va t'enlever la moitié de ce que tu gagnes. C'est bien c'est cela? ça, c'est ça. Mais tu trouves pas ça énorme quand même pour Si, un c'est énorme. avocat comme... Enfin, je pense qu'un avocat débutant va avoir énormément de mal à s'en sortir, surtout si tu me dis que certains sont au SMIC. Alors oui, c'est énorme. Alors après, les charges, elles sont bien souvent proportionnelles aux revenus. Mais ça change rien dans le pourcentage en fait. Au final, on aura toujours le même pourcentage de charges. Moi, à titre d'exemple, l'année dernière, j'avais pas de locaux Mhm. et j'avais 36% de charges, sachant que donc, comme j'avais pas de locaux, j'avais pas de loyer. Donc là maintenant, j'aurai les loyers en plus. Que je faisais pas de notes de frais, c'est-à-dire que quand je mangeais le midi, je le prenais sur mon compte personnel et pas sur mon compte d'entreprise. Voilà. Bon, après, tout dépend aussi de ce qu'on compte dans les charges. Mais oui, c'est quand même une somme, importante. En fait, en tant qu'avocat, on cotise à l'URSSAF, Mhm. on cotise à la Est-ce Caisse que, des... excuse-moi de te couper, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'URSSAF? Alors, l'URSSAF, en fait, c'est l'organisme qui recouvre les prestations, les charges des indépendants, en fait. On va dire, en gros, pour qu'ils aient accès à une forme de sécurité sociale, en fait, en quelque sorte. Voilà. Donc, ce sont des charges obligatoires. Tous les entrepreneurs sont assujettis à l'URSSAF. Tous les indépendants payent de l'URSSAF. Donc ça c'est une part importante. On a la caisse de retraite des avocats qui s'appelle la CNBF, Caisse nationale des barreaux français, qui représente aussi un montant important de charges. Et ensuite, en fait, on paye des cotisations à l'ordre, parce que quand on est avocat, on dépend d'un ordre, un peu comme les médecins, les pharmaciens. Euh, donc moi, c'est l'ordre des avocats de Douai. Et quand on est membre d'un ordre et on doit payer aussi des cotisations à l'ordre. Donc ça, c'est aussi un montant. C'est-à-dire que URSSAF et caisse de retraite, c'est à peu près équivalent. L'ordre, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins élevé. Et puis derrière, on doit aussi se garantir le complément de retraite, si ce que
si les projections de la caisse de retraite des avocats ne nous conviennent pas, qu'on veut un peu plus, on fait une retraite complémentaire. Bon, ça, c'est privé, donc c'est payant, c'est en plus. Euh, il faut une mutuelle aussi, hein, donc on peut payer la mutuelle via l'entreprise quand on est indépendant. Et il faut aussi s'assurer si jamais on tombe malade, s'assurer sur le long terme, c'est ce qu'on appelle une prévoyance. Et ça, bah, c'est payant, c'est privé et c'est payant aussi en plus. C'est très, très intéressant ce que tu nous dis. C'est vrai que quand on veut devenir avocat, quand on a l'ambition de le devenir, on ne se pose pas toutes ces questions-là. Et je pense que ça peut aider beaucoup de gens de le savoir avant de se lancer dans cette aventure. Pour revenir à une question un peu plus terre à terre, combien de temps ça travaille un avocat? Est-ce que ça travaille longtemps? Est-ce que ça fait beaucoup d'heures? C'est un peu flou, en fait, cette question. On n'a jamais des réponses claires. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, travailler longtemps en volume horaire, oui, très clairement, un avocat, ça travaille beaucoup. Ça passe beaucoup de temps à travailler, à lire, à étudier des dossiers. Ça passe aussi beaucoup de temps à attendre. Parce que quand on est convoqué au tribunal à une audience, on est souvent convoqués tous à la même heure. Mhm. Et après, on passe, disons, un par un, hein. Le juge peut pas nous écouter tous en même temps, sinon ça fait c'est un petit peu compliqué pour lui de tout mémoriser. Donc, on passe les uns après les autres. Donc, on prend du temps aussi, on perd du temps en attente, tant qu'on peut pas forcément compenser. Alors, on peut essayer. On peut se dire, on peut travailler des dossiers, etc. Mais c'est quand même pas évident. Il faut savoir le faire. Donc oui, ça travaille beaucoup. Alors souvent, ça travaille tôt le matin, ça continue à travailler tard le soir. Pourquoi? Bah, parce que la journée, on est aux audiences, parce que la journée, on reçoit les clients, hein, parce qu'on les appelle, les personnes qu'on reçoit, on les appelle aussi les clients, c'est nos clients, parce qu'on est une profession indépendante, donc on reçoit nos clients en rendez-vous. Euh, et puis on répond aux appels aussi quand on en a. Et puis il peut y avoir des imprévus, hein, quelqu'un qui est désigné pour s'occuper des gardes à vue sur une journée peut être appelé par le commissariat alors qu'il est en train de travailler sur un dossier, il avait prévu de travailler sur un dossier, il est appelé par le commissariat, il doit tout arrêter pour aller au commissariat, assister la personne qui est en garde à vue. Euh, donc, bah, il faut compenser en fait tout ce retard pris dans les dossiers. Donc, souvent, ça se compense le soir, le matin, quand on est, on va dire, tranquille, que le téléphone ne sonne plus, que les mails ne continuent plus à arriver, etc. Mais le matin, c'est quelle heure? C'est 5 heures? C'est 6 heures? C'est 7 heures? Bah, après c'est une question de travail individuel. Moi, je sais que je vais avoir tendance à me lever tôt et aller me coucher plus tôt. Donc oui, je peux commencer à travailler à 5h30 ou 6 heures du matin. Oui, ça c'est possible. Euh, et d'autres, au contraire, vont se lever à 7 heures pour arriver, par exemple, à 8h30 dans leur bureau ou à l'audience. Mais par contre, ils vont travailler jusqu'à 23h, minuit, 1h. Ah ouais, Ça, c'est possible aussi. Mais il faut quand même, voilà, il faut quand même se dire que avocat, c'est pas on fait de l'argent facilement. bien sûr. Euh, quand on fait de l'argent, c'est de l'argent qui correspond en fait à un temps de travail qui est lui-même conséquent. Ça se fait pas tout seul. Et puis encore une fois, on peut pas arriver pour défendre quelqu'un en ayant à peine ouvert le dossier, regarder très rapidement de quoi ça parlait. Bon, ça c'est pas possible. Sinon, on travaille pas efficacement. C'est vrai qu'on a cette image, tu sais, de l'avocat un peu véreux qui s'en met un peu plein les poches en mode Better Call Saul, tu sais, la série. Et je pense que c'est assez éloigné quand même de la réalité du métier. Mais sinon, toi, si tu devais avoir une enveloppe globale par semaine, combien d'heures par semaine tu travailles à peu près? Combien d'heures à peu près? Bon, je dirais un bon 60 heures. Ouais, Ah ouais, ah ouais, on est quand même loin du 35 heures ouais, ouais. dans notre métier. Ok, ouais, donc c'est quand même assez conséquent. Faut pas mentir là-dessus.
Ah non, non, ça c'est sûr qu'il faut pas mentir dessus. De toute façon, pour devenir avocat, il faut avoir fait quand même un certain nombre d'années d'études. C'est combien? Maintenant, je crois qu'avec la dernière loi sur la justice et les institutions, je crois qu'on est passé maintenant au master 2, obligatoire. D'accord. C'est-à-dire bac plus 5. Alors en fait, avant, c'était bac plus 4, mais la très grande majorité des avocats qui entraient avaient un bac plus 5, ce qui est d'ailleurs mon cas. Maintenant, je crois que c'est inscrit dans les textes depuis très récemment, où ça va l'être. C'est un projet qui est en cours et qui, à mon avis, va être pérennisé. Ça fait longtemps que cette idée est derrière, donc je pense que là, ça va aboutir. Euh, et donc, quand on arrive souvent sur troisième, quatrième, cinquième année d'études, on travaille beaucoup de façon personnelle pour les études. Et en fait, ça se poursuit avec le métier d'avocat. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait, disons, de façon abrupte. On passe pas de 20 heures de cours semaine avec rien à côté à 60 heures de travail. Il y a quand même, voilà, dans les études de droit, il y a quand même une certaine culture du travail conséquent et important. Donc, voilà, on va dire que c'est les études de droit qui font la transition. Et tu jugerais les études de droit compliquées? C'est compliqué pour arriver à devenir avocat? Alors, c'est compliqué. Tout dépend ce qu'on appelle compliqué. Il y a quand même un examen. Tout le monde ne le réussit pas. Il faut se donner les moyens de réussir, et je pense que c'est pareil pour les études de droit. Ça suppose du travail, ça suppose de la rigueur, ça suppose des heures de travail aussi, euh, mais c'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable. Disons que quand on est intéressé par le droit et qu'on travaille de façon assidue, on peut arriver à devenir avocat. C'est pas quelque chose qui est vraiment insurmontable. Il faut pas se mettre de barrière. Il faut pas se dire oh là là non c'est pas pour moi. Non non. Et moi souvent à l'université j'ai des étudiants qui me disent non je veux pas faire avocat parce que je veux pas avoir tel ou tel dossier sur les infractions sexuelles notamment. Ah non, je suis pas à l'aise à l'oral, je suis trop timide. C'est pas vrai parce que c'est pas un bon raisonnement. Parce qu'en fait, quand on est avocat, comme je disais, on n'est pas forcément amené à manier l'oralité tout le temps. Alors oui, il faut quand même une certaine aisance à l'oral, ça c'est sûr. Il faut quand même être un petit peu dans le relationnel, ça c'est certain. Ouais. Mais il ne faut pas se décourager non plus parce qu'on est un peu timide. En tant qu'avocat, on peut aussi choisir ses dossiers. Hein. Donc, si on n'a pas envie de faire des affaires d'infraction sexuelle, on n'en fait pas. Donc, voilà, ça reste des choses accessibles. Donc là, tu nous confirmes, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient assez régulièrement, tu nous confirmes qu'on peut choisir ses clients. Est-ce que quand on est avocat, on est obligé de défendre les méchants? Ou alors, on peut choisir justement un peu les clients comme ça? Alors, défendre les méchants, ça supposerait de savoir qui est le méchant, et ça, c'est pas toujours évident. Alors, oui, on peut refuser des dossiers, et on n'a pas à se justifier. À se D'accord. justifier. Ça peut être une question de feeling. Le feeling avec quelqu'un ne passe pas. Euh, on peut avoir le sentiment aussi qu'il nous dit pas tout. Euh, donc ça c'est compliqué aussi. Hein, quand on pense avoir une version de l'histoire et que finalement on s'aperçoit au moment du procès qu'on n'a pas toute l'histoire, c'est sûr que c'est compliqué. Donc oui, on peut refuser un client. Par contre, alors il y a quand même une nuance à ça, c'est que parfois il y a des personnes donc, qui n'ont pas d'avocat et qui demandent à ce qu'un avocat leur soit désigné par le chef de l'ordre qui s'appelle le bâtonnier. Et dans ces cas-là, donc en fait, on peut être désigné. Alors, on choisit hein, d'accepter ou non les désignations, le principe des désignations. Mais par contre, après, à partir du moment où on est désigné, normalement, on doit aller jusqu'au bout de la mission, D'accord. sauf à faire valoir un empêchement qui serait légitime. Par exemple, le bâtonnier me désigne Monsieur Y
Monsieur Y contre qui j'étais dans un précédent procès parce que je défendais Madame A, je ne peux pas défendre nécessairement les intérêts de Monsieur Y de façon satisfaisante. C'est pas dit non plus que Monsieur Y accepterait que je le défende, parce que peut-être que dans la procédure précédente, j'avais peut-être pas forcément dit du bien de Monsieur Y. Donc ça, on peut dire au bâtonnier, bah, là, il y a un problème, est-ce que vous pouvez me désigner quelqu'un d'autre sur ce dossier? Mais généralement, quand on a des désignations d'office, on est quand même tenu d'aller jusqu'au bout. Mais par contre, quand on reçoit les personnes librement pour nous choisir, etc., on peut refuser le dossier, tout comme on peut mettre fin à notre mission si on sent que la situation commence un petit peu à nous échapper. Si vous avez un client qui fait n'importe quoi pendant la procédure, on lui dit il faut surtout pas faire ça et il s'amuse systématiquement à faire le contraire de ce qu'on lui dit, bah, là on peut notifier notre fin de mission. Parce qu'en fait, on perd le lien de confiance aussi. Donc ça, c'est possible. Je sais pas, je sais que les procédures judiciaires sont parfois extrêmement longues. Est-ce que c'est possible que tu sois l'avocat pendant 6 mois, 8 mois d'une personne, et puis à un moment donné, même si tu as reçu des honoraires, tu te rends compte que tu veux partir, tu ne veux plus défendre cette personne, tu peux. Ouais. Oui, on peut. On peut, mais alors, par contre, effectivement, les honoraires, là, ils doivent être justifiés par le travail qu'on a réalisé. C'est-à-dire que si on demande, je ne sais pas, 2000 euros pour faire une procédure, ou 2500 pour faire une procédure, qu'on n'est pas arrivé au bout de la procédure, bah là, il va peut-être falloir rendre un peu d'argent au client, ou au contraire, si le client n'a pas payé, il doit nous payer ce qu'on a fait à hauteur du travail. Et le client lui-même peut partir et voir un autre avocat. Hein. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle se faire débarquer. Bah ça arrive aussi, ça fait partie du métier. C'est pas grave. C'est intéressant ce que tu dis, et je pense que ça va en rassurer quand même plus d'un, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, ah ben, je ne veux pas être avocat, j'ai pas envie de défendre des assassins, des meurtriers, des violeurs. Alors oui, en fait, tu m'assures aujourd'hui que euh, tous les avocats ne défendent pas des violeurs, des assassins ou des criminels. Non, mais moi, dans mes deux domaines d'activité, j'ai pas cette catégorie de justiciable. Je peux en avoir en commission d'office par le bâtonnier, c'est-à-dire lorsque une personne demande à être assistée d'un avocat parce que lui n'a pas fait le choix d'un avocat. Dans le cas des désignations, je pourrais être amené à connaître de ce type d'infraction, mais euh, de manière générale, dans les clients que j'ai pas ce type d'infraction. Et est-ce que toi, à titre personnel, tu pourrais défendre un violeur ou un assassin, par exemple? Oui, parce que ça fait partie de nos principes, de notre raison d'être. On est là pour défendre toutes les personnes. Quelles que soient les infractions, quelle que soit leur vie. On n'est pas là pour émettre des jugements, on est là pour défendre. Et défendre, c'est pas forcément dire qu'une personne est innocente à tout prix. C'est pas forcément, c'est pas forcément aller contre la vérité. Défendre, ça peut être aussi chercher à expliquer, chercher à atténuer la gravité, euh, montrer que à un moment, une personne a peut-être perdu pied, voilà, elle a sombré, elle est passée du mauvais côté, mais qu'aujourd'hui elle est revenue dans le droit chemin, qu'elle a fait des efforts, qu'elle a progressé, qu'elle s'est prise en main. Ça peut être ça aussi notre fonction en tant qu'avocat. Je vais me faire un peu l'avocat de la partie civile. Euh, Si demain, tu devais défendre un assassin et lui permettre éventuellement de sortir plus tôt de prison, et que cette personne récidive, c'est-à-dire recommette de nouveau un méfait semblable, est-ce que tu ne te sentirais pas coupable? Est-ce que Non, tu ne te dirais pas, ah bah c'est un peu de ma faute finalement? non, parce que quand on est avocat, on n'est pas responsable des actes de notre client. Et ça il faut l'avoir en tête quand on devient avocat. C'est quelque chose qui est pas intuitif.
qui n'est pas une évidence. On n'est pas responsable des actes du client. C'est-à-dire que si le client fait n'importe quoi et qu'il sait que c'est n'importe quoi, on n'en est pas responsable. Si on prend par exemple les affaires de violence conjugale, malheureusement, on en a connu beaucoup ces dernières années. On peut faire libérer une personne plus tôt, par exemple dans le cadre d'un aménagement de peine. Alors, les aménagements de peine, alors, on va dire que le plus souvent, le plus connu, c'est le bracelet électronique. Donc la personne sort, elle a un cadre, elle a des horaires, et très souvent, en matière de violence conjugale, des endroits où elle ne peut pas aller, des contacts qu'elle ne peut plus avoir, notamment avec l'ex, l'ex-compagnon, l'ex-femme, l'ex-petite amie, etc. Malheureusement, on constate que parfois, on a une personne qui sort sous bracelet électronique. Alors, peut-être que pendant le temps du bracelet électronique, ça va bien se passer, mais après, cette personne va être arrêtée de nouveau, reprise de nouveau sur ces mêmes faits, et elle va de nouveau passer au tribunal, et on va peut-être la revoir dans ce type de configuration. Est-ce que c'est de notre faute? Non, c'est pas de notre faute. Nous, on n'est pas responsable, on n'est pas responsable de ça. Une autre question un peu similaire. Je sais que parfois il y a des problèmes de procédure sur certaines affaires. Mhm. Si demain tu sais pertinemment que ton client est coupable, alors peut-être pas juridiquement, mais a commis des faits, on le sait. Mais à cause d'un problème de procédure, cette personne, elle va être relaxée et donc elle ne sera pas condamnée. Est-ce que tu pourras défendre cette personne dans ce genre de situation précise ou alors pas du tout? Ouais, ouais. Et on a même l'obligation de, de soulever les vices de procédure. Les vices de procédure, c'est des garanties pour les personnes. C'est ce qui fait que le procès va être équilibré, que ça va être équitable. Euh, faut pas oublier que même si une personne est accusée de quelque chose, alors de un, tant qu'elle n'est pas jugée, elle est présumée innocente, et de deux, cette personne, elle a aussi des droits. Et la procédure est conçue pour faire en sorte que ces droits puissent être exercés, que la personne, elle puisse être entendue, qu'on ne lui mette pas la pression pour qu'elle avoue des choses qui ne sont pas réelles, pour faire en sorte qu'elle ne soit pas entendue alors qu'elle est malade, ou que son état de santé ne lui permette pas d'être entendue sur des faits, faire en sorte qu'elle ne reste pas isolée arbitrairement dans une salle sans aucune garantie, avec une privation de nourriture, une privation d'eau. Tout ça, c'est de l'encadrement. Ça fait partie des droits des droits des personnes, y compris des personnes poursuivies. Notre Oui. devoir en tant qu'avocat, c'est de soulever toutes ces problématiques qui ont pu, à un moment donné, faire que la procédure était déséquilibrée, et au détriment de la personne qui est prévenue ou qui est accusée. Donc oui, on le soulève. Et est-ce que si quelqu'un actuellement nous écoute et qui, lui, ne pense pas pareil et ne pourrait pas assumer, du moins moralement, cette charge qui est liée à ton travail, est-ce que tu penses qu'il peut quand même être avocat ou au contraire, tu lui déconseillerais plutôt de choisir une autre branche? Il peut le faire, mais dans ce cas-là, il est pas. Dans ce cas-là, il faut pas qu'il prenne les dossiers. C'est tout. Il faut pas qu'il prenne ce type de dossier. Mais un jour, il y a un facteur qui m'a fait cette réflexion-là parce que j'allais à la poste. Et j'allais à la poste et puis il y avait un facteur qui était au guichet. On a une carte professionnelle de la poste et puis il voit sur mon adresse mail que je suis avocat. Euh, et il me dit, ah, je sais pas comment vous faites pour défendre les violeurs, les délinquants, etc. Bah, je lui dis, bon, bah, c'est un métier comme un autre. Hein. En même temps, je n'avais pas envie de philosopher à la poste sur le métier d'avocat. Mais finalement, on en est venu à ça.
Et monsieur dit, mais oui, mais bon, quand même, relâcher des gens qui sont coupables, tout ça. Alors je lui ai dit, monsieur, demain vous allez venir me voir parce que votre employeur vous licencie parce que vous avez volé des timbres, des carnets de timbres. Et il me regarde, il me dit, bah c'est pas vrai. Je dis, ah bon? Je dis, bah, comment on le sait que c'est pas vrai? Alors il me dit, bah ouais, bah parce que j'ai jamais rien fait de mal, tout ça. D'accord. Et puis donc il y avait une personne qui faisait le ménage à ce moment-là. Je fais, bah, il y a votre collègue là-bas qui vous accuse. Ah, il me dit, ouais. Je fais, alors comment vous allez vous défendre? Ah, bah ouais, bah je sais pas. Je fais, là c'est compliqué. Vous êtes deux dans le bureau. Il y en a une qui vous accuse. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va demander? Donc là, je lui explique comment on peut faire sauter une procédure de licenciement, quel vice de procédure on pourrait invoquer, ce que devrait démontrer la Poste pour le licencier, tout ça. Et en fait, finalement, au bout de 5-6 minutes, il avait changé d'avis. Il s'est dit que C'est peut-être, effectivement, s'il était dans cette situation-là, il aimerait bien qu'un avocat soit là pour faire sauter justement la procédure de licenciement. Les vices, ça fonctionne pas qu'en matière pénale, ça fonctionne un peu dans toutes les branches du droit. Le droit du travail, ça en fait partie. Le droit administratif aussi. Et donc, oui, on est là pour ça. Et voilà. Donc, c'est même une obligation, hein, d'ailleurs, hein, quand on prend un dossier, qu'on accepte de faire un dossier, on est obligé de soulever ce genre de choses. c'est super intéressant ce que tu dis là. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre question. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup, beaucoup de gens en dénoncer d'autres ou des, des accusations d'ordre sexuel. Là, on est en plein dans l'affaire de Gérard Depardieu, par exemple. Euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ça? Bah, le souci principal, c'est que les réseaux sociaux commencent à devenir une forme de tribunal populaire. Euh, une procédure judiciaire, c'est long. C'est long. Alors c'est embêtant. C'est embêtant pour les personnes qui sont acteurs de la procédure. Je doute bien qu'une victime voudrait que ça aille vite, que peut-être une personne qui est prévenue ou accusée dans des faits graves voudrait eux aussi que ça aille vite. Mais il y a un temps qui est toujours nécessaire, c'est le temps de l'enquête. C'est pas une course de vitesse, une procédure. Euh, voilà, il faut le timing sera bon quand on n'aura plus rien à dire, quand tout aura été exploité, quand on aura tout vérifié et que finalement on aura quelque chose de solide. Voilà, ça c'est le bon timing d'une procédure. Et ça c'est incompatible en fait avec un jugement sur les réseaux sociaux. C'est incompatible avec un post Twitter, Instagram ou autre. Ça c'est pas la justice. Et donc nous, alors, dans notre profession, ce que ça implique, alors, les réseaux sociaux et la médiatisation, ça implique que parfois on doit gérer cette problématique de médiatisation qui vient s'ajouter à la problématique judiciaire. Nous, on gère l'aspect juridique des choses et l'aspect judiciaire. Euh, et en plus, on doit gérer aussi un petit peu l'image du client avec tout ce qui est dit, etc., sur les réseaux sociaux. C'est compliqué à gérer. C'est compliqué parce que on est tenu, nous, par des principes dans la profession d'avocat qui fait qu'on ne peut pas, voilà, on peut pas dévoiler des secrets. Ça se fait pas. On peut pas dévoiler des secrets. Le client n'a pas le droit de dire euh, ou en tout cas on ne devrait pas entendre sur les réseaux. Oui, oui, bah, il a avoué au cours de la garde à vue. Non, ça, de la part de l'avocat, ça ne devrait pas s'entendre. Mais parfois, on doit prendre la parole pour défendre l'image du client et voilà, contrebalancer un petit peu cette situation. C'est un exercice qui est vraiment très délicat à faire et qui est parfois même plus dur que de plaider devant un tribunal. Mais
C'est vrai que je suis d'accord avec toi au niveau du tribunal populaire. J'ai un peu cette impression finalement qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Est-ce que finalement ça, c'est pas la porte ouverte aussi aux erreurs judiciaires? Est-ce que toi, personnellement, tu as constaté déjà des erreurs judiciaires? Mais est-ce que tu peux préciser cette notion d'erreur judiciaire? C'est quoi une erreur judiciaire concrètement? Ah, une erreur judiciaire, c'est quand un tribunal se trompe, en fait. D'accord. Voilà. Donc on l'entend souvent en matière pénale lorsqu'on déclare coupable une personne dont on apprend ensuite en réalité qu'elle n'avait rien fait, qu'elle n'était pas coupable. Alors, des erreurs judiciaires, il y en a eu, il y en a des très connues. Je crois que la dernière grande erreur judiciaire, c'était l'affaire Doutreau. Euh, Est-ce que moi j'ai été confronté à des erreurs judiciaires? Jusqu'à présent, et peu importe ce que je pense, des juridictions ont déclaré des personnes coupables. Donc la vérité judiciaire, c'est qu'une personne est coupable. Maintenant, peut-être que je peux penser que dans certains de mes dossiers, des personnes n'étaient peut-être pas coupables, voilà, ou en tout cas, il y a un certain nombre de choses qui me laissent penser qu'elles n'étaient pas coupables. Mais la vérité judiciaire, c'est que ces personnes sont coupables parce qu'elles ont été définitivement condamnées par les juridictions. D'accord. Donc, il faut vraiment distinguer cette erreur judiciaire, qui est une notion finalement juridique, Oui. et finalement, le fait d'accuser quelqu'un à tort et qui, après, ne sera pas déclaré coupable devant le tribunal. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Alors, en fait, lorsqu'une personne sur les réseaux en accuse une autre, Oui. euh, donc lorsqu'une personne sur les réseaux en accuse une autre, est-ce que on peut considérer que c'est une erreur judiciaire? Je ne Non. pense pas. Ça, c'est une erreur médiatique. C'est bien ça? C'est une erreur médiatique, c'est de la diffamation, c'est tout ce qu'on veut. Ça tombe même sous le coup de la loi pénale. C'est même une infraction d'accuser une personne de faits qu'elle n'a pas commis, y compris publiquement d'ailleurs. Euh, mais ça, c'est pas une erreur judiciaire. Une erreur judiciaire, c'est lorsqu'un tribunal se trompe. Alors, heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait des erreurs qui soient commises, y compris par la justice. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ces procédures, on disait tout à l'heure qu'elles devaient être équilibrées et équitables. C'est ce qui serait censé empêcher les erreurs judiciaires. Mais bon, parfois, ça n'empêche pas tout. J'ai une autre question. Selon toi, c'est quoi les avantages de ton métier et les inconvénients aussi? Alors, les avantages, euh, on a une très grande liberté d'action, une très grande liberté de parole, une très grande liberté d'organisation. C'est un métier euh, c'est un métier qui a du sens. Voilà. C'est-à-dire que on a une grande satisfaction quand on a une décision euh, qui est favorable. Même parfois si elle n'est pas favorable, quand vous avez la personne au téléphone qui vous dit merci pour tout ce que vous avez fait. Moi, j'ai reçu des courriers de détenus, on n'avait pas eu gain de cause, mais qui me remerciaient, voilà, pour ce que j'avais fait, pour le temps que j'avais pris, pour l'écoute que j'avais eue. On ressent une vraie satisfaction. C'est un métier où on ressent une vraie satisfaction. Euh, et puis, c'est un métier qui a une certaine prestance, qui a une certaine classe. C'est Un certain prestige. un certain prestige, ouais, ouais, qui est encore attaché à la fonction. Donc ça peut être sympa aussi. Alors au niveau des inconvénients, alors c'est un métier qui est quand même stressant, quand même stressant. On reçoit des personnes qui ont des problèmes. On n'est Mhm. jamais dans les moments positifs des personnes. Voilà. Quand elles viennent nous voir, c'est pas pour annoncer un mariage, c'est pour annoncer un divorce. Quand on vient nous voir, c'est pas pour annoncer une naissance, c'est souvent pour annoncer un décès avec une succession derrière qu'il va falloir régler. Un petit Et côté on vient, déprimant. voilà, voilà, il y a un côté, oui, et un côté où les personnes sont stressées aussi. Et donc ça, il faut savoir répondre à cette exigence, tout en gardant
une certaine barrière parce qu'on ne doit pas être non plus touché personnellement par la situation de nos clients, même si ça arrive. Même si ça arrive. C'est ce que j'allais te demander. C'est pas trop difficile à faire de garder cette distance? Est-ce que des Si, fois tu te si, sens si, pas... si, si. Si, Mm, si, mm. si, si, si. Je crois qu'on a tous des dossiers, on a tous des dossiers où on ne conserve pas le recul nécessaire. On a des choses qui nous marquent, des choses qui nous heurtent. Tu auras une anecdote à nous raconter sans dévoiler trop? Euh, de choses Qui t'ont marqué, qui t'ont un peu touché? une anecdote précise, je peux pas, je peux pas trop sans méconnaître le secret professionnel parce que c'est souvent des choses qui sont propres. Mais on peut être affecté par la situation d'un détenu Mhm. qui est malade et voilà, qui est dans un établissement pénitentiaire ou qui a pas normalement pour vocation d'accueillir des personnes malades. Donc ça peut être compliqué. Donc là, on peut être touché par la situation d'une personne. On peut être touché aussi par un détenu qui nous dit je vais me foutre en l'air, je vais me suicider, je suis à bout, j'en peux plus. Ça, c'est voilà, typiquement quelque chose qui nous heurte, qui nous voilà, où on a aussi des difficultés à prendre du recul par rapport à ça. Euh, surtout si on apprend plus tard que la personne est passée à l'acte. Hein, Mhm. ça peut être aussi on peut le prendre personnellement et se demander si on a fait tout ce qu'on a pu pour aider la personne. Et puis, ça peut être des situations personnelles, sur des cas vécus, où ça nous touche, parce que parfois, il y a des gens qui sont impliqués dans des histoires, qui perdent tout, qui perdent leur travail, parfois leur famille, etc. Et on se dit, bah, ils ont pas de chance. Moi, parfois, je fais aussi du contentieux contre la sécurité sociale. J'ai souvent des gens qui sont malades, et gravement malades, on peut être aussi un peu touché par leur situation, par leur vécu, etc. Et Mhm. donc c'est ce genre de choses en fait sur lesquelles on a du mal. On devrait en fait avoir une barrière qui fait que on laisse tout au bureau et on n'emporte rien à la maison avec ça. Mais en réalité, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Faut arriver à gérer ses émotions et essayer de pas trop réagir sous le coup de l'émotion, surtout pour les gens qui sont forts émotifs. Est-ce que c'est peut-être quelque chose que tu déconseillerais comme métier? C'est pas que je déconseillerais, c'est que forcément, au début, on est toujours ému par toutes les situations, etc. Voilà, quand on sort de la fac, j'ai vraiment eu quelqu'un qui disait, et d'ailleurs ça pourrait même être contre-productif, quelqu'un qui arrive et qui n'a strictement aucune empathie, Mmh. qui n'a pas la délicatesse nécessaire dans les dossiers, ça peut être compliqué. Ce qu'on apprend, mais ça c'est l'expérience qui l'apprend, hein, c'est pas les cours théoriques qu'on pourrait avoir à l'université ou à l'école, ça ne l'apprendra pas, c'est que la pratique. C'est trouver le juste milieu entre montrer de l'empathie à la personne et mettre cette barrière de distance pour éviter que ces affaires à elle nous heurtent nous. Mais oui, enfin, moi ça m'arrive parfois de penser à des affaires en dormant, oui, ça, c'est sûr. Alors plutôt sous l'angle de ce que je dois faire en termes de procédure que sous l'angle de ce qui s'est passé dans les faits. Mais parfois, je peux me refaire le film d'une audience en me disant bah, il s'est passé ça, voilà. La personne a pleuré, ça s'est pas bien passé, elle va garder une mauvaise image de la justice, qu'est-ce qui n'a pas été, voilà, on peut se questionner aussi beaucoup sur ça. Et tu as parlé de quelque chose tout à l'heure, c'était le secret professionnel. C'est quoi ce secret, professionnel et qu'est-ce qui se passe si ce secret n'est pas respecté? Alors, le secret professionnel, c'est une règle simple. Toutes les informations qu'on a sur notre client, sur la personne qui franchit la porte du cabinet d'avocat, toutes les informations qu'elle nous révèle, que l'on apprend par la procédure, euh, tout ça c'est secret. On doit le garder pour nous. Ça ne doit pas
franchir la porte du cabinet. Alors, si on ne le fait pas, on a 3 sanctions en tant qu'avocat. On a la sanction qu'on appelle disciplinaire, la sanction de l'ordre qui va impacter notre carrière d'avocat. On peut être temporairement exclu, voire radié si on méconnaît cette obligation. Des sanctions pénales, c'est-à-dire qu'on peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel, et des sanctions civiles, c'est-à-dire que si on méconnaît le secret professionnel et que ça cause un préjudice, donc que ça, par exemple, entache la réputation de la personne qui nous a confié le secret, on peut être condamné à la dédommager. À Ouais, c'est hauteur, lourd. voilà. Donc c'est effectivement, c'est une sanction très lourde. Alors pourquoi on a ce secret professionnel? On a ce secret professionnel toujours dans cet objectif d'équilibre. En réalité, on peut avoir un client qui vient et qui dit ben, voilà, j'ai fait ça. J'ai fait ça, oui, donc il est coupable. Mais il se trouve que la procédure est irrégulière. Le secret professionnel nous impose évidemment de conserver secret le fait qu'il nous ait dit qu'il était coupable. Et donc, on a tout axé sur le vice de procédure. Même, une personne peut dire qu'elle est coupable ou qu'elle a commis des faits. Mais si la partie adverse n'arrive pas à prouver qu'elle a commis des faits, le secret professionnel nous interdit de dire que la personne a reconnu devant nous avoir commis les faits. C'est une protection pour la personne qui vient. Et nous, ça nous permet d'avoir l'assurance que la personne qui vient, elle peut être en confiance pour nous dire la vérité sur ce qui s'est passé. Et ça, c'est important pour nous parce que dans la stratégie qu'on va mettre en place, dans le dossier, dans la procédure, c'est important de savoir ce qui s'est réellement passé pour pouvoir mesurer ce qu'on fait et comment on le fait. Donc, tu as déjà des clients qui eux, refusent de te dire exactement ce qu'ils ont fait ou ça arrive rarement? Alors, si la question est est-ce que des clients peuvent nous mentir? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive que des clients ne jouent pas totalement franc jeu avec nous. Alors que c'est pas du tout dans leur intérêt finalement. C'est pas du tout dans leur intérêt parce qu'après, quand on l'apprend, ça se retourne contre eux. Mais globalement, je pense que j'ai toujours, enfin, dans la plupart des cas, je pense que les clients m'ont toujours tout dit. Mais après, nous, on sait pas hein, ce qui s'est passé dans la réalité. Au moment où les faits se sont produits, au moment où on a cette histoire dont on est saisi, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'était pas là, on n'a pas vu, on ne connaît pas. Voilà. Nous, on a la parole de l'un, la parole de l'autre, et puis il y a des éléments extérieurs, des témoins, des attestations, des photos, des vidéos, etc., qui peuvent venir abonder dans un sens ou dans un autre. Et en fait, nous, c'est sur ça qu'on forge notre conviction. Mais j'avais un patron qui disait toujours nos clients ont toujours raison. Enfin, vos clients ont toujours raison. Mais c'est vrai que parfois, il y en a qui jouent pas franc jeu et on apprend des choses qu'on aurait peut-être aimé savoir. Un exemple tout bête, hein, si on prend une affaire familiale, deux parents qui ne s'entendent pas, et l'un va accuser l'autre de dénigrer son image, etc. Et puis on apprend en cours de procédure qu'il a envoyé des SMS peu glorieux à l'autre parent, lequel a réagi en disant aux enfants, ah, vous voyez ce que m'a envoyé, votre père, votre mère, voilà. Bon, on aurait aimé savoir, on aurait aimé que le client nous dise, bon, c'est vrai que je me suis emporté par SMS, etc. Parce que bon, ça décrédibilise aussi un petit peu sinon sa position. Et quand on l'apprend par l'adversaire, c'est toujours dommage. C'est pour ça qu'il faut que les clients nous disent la vérité. Et toi, Loïc, est-ce que tu penses faire ce métier toute ta vie? Est-ce que tu as vraiment trouvé ta voie? Pour toi, c'est clair, c'est net, c'est avocat jusqu'à la fin de ma vie? Alors, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'avocats qui arrêtent d'exercer au bout de quelques années d'exercice, à cause des inconvénients de la profession que j'ai dit
tout à l'heure, que ce soit la charge de travail, la charge mentale, le stress, la relation client-juridiction qui est parfois compliquée. Je ne sais pas si c'est un métier que je ferai toute ma vie. Je pense que c'est un métier quand même qui, aujourd'hui, arrivé à un certain âge, si on veut prendre du temps pour soi, etc., c'est un métier qui pourrait commencer à devenir incompatible. Donc je ne sais pas si c'est un métier que je ferai toute ma vie, mais j'ai aucun regret à faire ce métier et je me lève pas tous les matins avec une boule au ventre en me disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Non, je me lève tous les matins en me disant bon allez, qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui, tiens, aujourd'hui on va faire ça, allez c'est parti, voilà, avec la satisfaction du travail accompli. Donc ça Et, c'est bien ça. et quand tu dis que c'est un métier qui va commencer à devenir incompatible, enfin, quand tu vas avancer, c'est une possibilité que tu envisages. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la vie familiale à côté? À la vie familiale et à la vie personnelle. Quand on est avocat, malheureusement, les avocats, c'est pas des surhommes, hein. Ils peuvent aussi avoir des maladies, cancer ou autres. Bah, c'est compliqué à gérer, hein. C'est compliqué à gérer parce que les affaires judiciaires, elles s'arrêtent pas pour autant. C'est-à-dire nos clients sont toujours en difficulté. Alors quand on est malade, bah, dans ces cas-là, on a deux possibilités. Soit on prend du temps pour soi et on lâche un peu les choses en disant bon bah tant pis, ma santé d'abord. Mhm. Ou alors on dit bah je vais me soigner, mais en parallèle, je vais continuer à travailler. Il y a pas de bonne réponse en fait à ça, hein. C'est des situations humaines, mais c'est des situations qui sont compliquées à gérer. Qui sont compliquées à gérer et concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bah, c'est un peu un cas de conscience en fait, on ne sait pas trop. Donc je pense que oui, arrivé à un moment donné, quand le métier passe au-dessus de la santé, fait en sorte qu'on ne voit pas les enfants grandir, etc., bah, peut-être que c'est le moment de se poser la question de savoir si on continue ou si on arrête. Mais après, il y en a qui continuent, il y en a qui arrêtent, et il y en a même qui attendent pas d'être à ce chemin-là pour arrêter, pour retourner travailler en entreprise, pour retourner salarié. Après, c'est aussi en fonction de l'orientation qu'on veut donner à sa vie. Mhm. Si tu pouvais changer quelque chose à ton métier, ce serait quoi? Plus de moyens pour la justice, plus d'argent, plus de matériel et plus de monde dans les tribunaux. Mhm. Aujourd'hui, l'un des principaux problèmes que nous rencontrons en tant qu'avocats, c'est la durée des procédures. Les procédures sont beaucoup trop longues. Euh, C'est-à-dire, C'est-à-dire que aujourd'hui, devant certaines juridictions, il y a des dossiers qui sont prêts et qui vont être plaidés, c'est-à-dire qu'on va passer devant le juge en 2025, 2026, voire ah 2027. ouais, Et, et nous, on a des personnes qui ne peuvent pas attendre, qui peuvent pas attendre 2027 pour voir leur dossier jugé, qui ont besoin de réponses. Ils ont engagé des frais, c'est des situations qui les touchent, c'est compliqué. Et en fait, quel est le contact que ces personnes ont avec la juridiction? Enfin, plutôt, qui est le contact? C'est l'avocat. Donc, ils appellent leur avocat en demandant pourquoi c'est si long? C'est si long parce que la justice n'a pas assez de moyens. Mais qu'est-ce qu'il peut y faire, l'avocat? Concrètement, pas grand-chose. Concrètement, pas grand-chose. Pas quelque chose qui peut changer lui-même. Et si j'avais une baguette magique et que je pouvais faire quelque chose, ce serait sûrement effectivement de donner plus de moyens aux juridictions pour pouvoir faire avancer les dossiers, obtenir des décisions dans des délais qui sont alors, je dis pas que toutes les décisions doivent être rendues en une semaine, c'est pas ça. bien sûr. Mhm. Si on pouvait juger des dossiers en quelques mois plutôt qu'en quelques années, ce serait mieux. Pour toi, c'est quoi les qualités ou la qualité première, admettons, pour faire ce métier-là? Si tu devais choisir une seule qualité, ce serait laquelle? Je sais pas si c'est vraiment une qualité, mais c'est la passion. Être avocat, c'est pas juste un métier.
voilà, on est passionné dans ce qu'on fait et on est avocat tous les jours, à toutes les heures. C'est-à-dire que on laisse pas la qualité d'avocat au bureau et puis quand on rentre, on n'est plus avocat. Non, c'est pas vrai. Déjà, ça nous impose aussi de nous comporter de façon convenable, y compris dans notre vie privée, parce qu'on peut aussi être poursuivi pour des faits de notre vie privée, ça c'est quand même savoir, Mhm. si ça entache l'image de la profession. Mais c'est ce qui fait aussi que si on est témoin d'une situation injuste, si oui, si on constate quelque chose qui serait, voilà, qui serait contraire et qui tomberait sur le coup de la profession, de l'injustice ou de l'illégalité, c'est ce qui ferait qu'on va réagir, même si on est le dimanche au restaurant Mhm. en famille. C'est vraiment un avocat, c'est plus un état, c'est-à-dire on est avocat qu'un métier. C'est Tu es, vraiment ça. est-ce que tu es, je rentre pas dans des considérations personnelles, mais est-ce qu'on est avocat avant d'être père? Est-ce qu'on est avocat avant d'être mari? Est-ce que vraiment le métier passe avant la vie privée? Parce que j'ai l'impression que c'est très intense quand même. Oui, oui, le métier passe avant la vie privée. Alors on peut, l'idéal, c'est évidemment de concilier les deux. Mais quand on doit travailler le 25 décembre parce que on doit assurer des permanences, parce que la justice ne s'arrête pas, hein, même le 25 Mhm. décembre, la justice continue de fonctionner. Ben, on faut y aller. C'est notre métier. C'est entre guillemets, on a signé pour ça. Euh, mais euh, mais oui, ça passe. Oui, ça passe. Parfois, alors parfois, ça passe avant la vie privée. Oui, c'est sûr. Et comment viennent tes clients? Comment tu te fais une clientèle? C'est compliqué quand même. Si pour un jeune avocat là qui nous écoute, Mm. comment il peut faire pour développer sa clientèle en partant de rien? Alors, un des vecteurs importants, c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Alors, bouche à oreille, ça peut être de client à client, hein. Une personne qui est venue, qui a été satisfaite, elle va recommander à une autre personne qui lui parlerait d'un problème. Ça peut être une source, et c'est même une source importante encore. Mais ça peut être aussi le bouche à oreille par les autres avocats eux-mêmes. Ah ouais, donc c'est pas trop dans leur intérêt finalement ça. Ah si, parce que tout à l'heure, je disais on avait tous plus ou moins des matières qu'on travaillait. Euh, Par exemple, hier, une avocate dit bah, est-ce que quelqu'un est compétent pour un litige contre la MDPH pour un enfant handicapé, voilà, pour que les parents puissent bénéficier d'une allocation. Bah, je suis compétent. Cette avocate-là ne l'est pas. Donc elle demande, elle dit bah, est-ce que quelqu'un. Donc je me manifeste, et donc elle donne mon numéro de téléphone à cette personne qui m'appelle et qui va venir rendez-vous pour m'exposer la situation. Elle rend service à son client, qu'elle suit par ailleurs dans un autre domaine. Elle lui rend service dans un domaine qu'elle ne fait pas. Parce qu'évidemment, si elle l'avait fait, elle aurait gardé le dossier pour elle et elle l'aurait traité. Mais comme elle ne le fait pas, bah, elle va le donner vers d'autres et elle va orienter vers d'autres confrères. Et ça, c'est très fréquent aussi. D'accord, d'accord. Mais c'est justement une des questions que je voulais te poser. C'est quelle relation tu entretenais avec les autres avocats? Est-ce que c'était des relations cordiales? Est-ce que c'est parfois concurrentiel? Est-ce que parfois il y a des clashs? Comment ça se passe en fait? On a du mal à se projeter. Alors, c'est un peu les trois. Ça peut être concurrentiel. Ça peut être concurrentiel. Toutes les villes n'ont pas le même nombre d'avocats. Il y a des zones qui ont beaucoup moins d'avocats. Alors souvent, c'est des zones un peu plus rurales. Et dans les zones urbaines, on a une densité d'avocats un peu plus importante. Donc là, ça peut être concurrentiel. Ça peut être concurrentiel dans certains domaines où il y a proportionnellement plus d'avocats que dans d'autres domaines du droit. Euh, et donc là, c'est sur l'aspect concurrentiel. Est-ce qu'il peut y avoir des clashs? Bah oui, il peut y avoir des clashs parce que parfois,
on peut, au détour d'une d'une audience, peut-être être un peu trop investi dans un dossier voilà, et prendre, voilà, prendre un peu trop au premier degré ce que le confrère dit. Voilà, ça peut arriver, oui, il peut y avoir des clashs, ça arrive, ça fait partie du métier. Comme c'est une profession qui est stressante, voilà, parfois ça peut monter, effectivement, aussi en pression, ça peut arriver. Euh, mais c'est surtout cordial, en fait. Voilà, c'est surtout cordial. D'accord. Et puis on est obligé d'entretenir ce climat cordial. Les avocats se rendent des services les uns les autres. Quand un avocat ne peut pas être à une audience, il demande à un autre qui est à cette audience où il ne peut pas être de bien vouloir le remplacer pour pouvoir renvoyer le dossier à une date où il serait disponible, etc. Donc c'est vraiment des relations cordiales. Bien qu'on soit tous indépendants, moi, quand un avocat vient me poser une question dans un domaine que je traite, alors que c'est son dossier à lui, il vient me soumettre une problématique, ben, on va réfléchir ensemble. Voilà, on n'est pas dans une concurrence bête et absurde de dire oh, bah, c'est ton dossier, tu te débrouilles. Si tu sais D'accord, pas, ouais. tu qu'à dire à ton client qu'il vienne chez moi. Non, ça se fait pas comme ça. On essaye de travailler en bonne intelligence et de façon cordiale. Donc c'est pas un monde de requins où tout le monde se tire un peu dans les pattes. Ça peut être respectueux, quoi. Il n'y a pas de. Alors ça peut arriver ça peut arriver que ce soit un peu requin, que ça se tire un peu dans les pattes, mais après, c'est aussi un peu le lot commun de tous les métiers. Il y a des personnes avec qui ça va passer, d'autres avec qui ça va pas passer. Parfois vous allez savoir pourquoi, parfois vous n'allez pas savoir pourquoi. Ah, c'est pas grave, ça arrive. Voilà, ça fait partie de la vie professionnelle. Bon, c'est tout, on fait avec. Et puis, mais il faut toujours se montrer agréable, courtois avec les autres avocats, mais aussi avec les magistrats, avec les greffiers, avec les agents des tribunaux, avec les clients et aussi avec les adversaires. Aussi avec D'accord. les adversaires. Pour revenir un peu sur la question des clients que je t'ai posée il y a quelques secondes, est-ce que les avocats peuvent avoir des problèmes avec leurs propres clients? Est-ce que ça arrive, ça? Est-ce que, un client Et si- mécontent, il peut frapper à ta porte, en étant vraiment pas content oui, et en étant oui, parfois un peu même, violent? Est-ce que ça se produit, oui. ça? Oui, ça arrive, oui. Oui, ça arrive. Donc c'est Oui, quand ça même un métier finalement à risque, si on peut parler en ces termes. Ça arrive pas tous les jours, mais ça peut arriver qu'un client soit pas content. Alors il y a des moyens hein, en fait, c'est le bâtonnier hein, qui va arbitrer. De manière générale, c'est l'ordre qui va arriver. Alors un client, il peut ne pas être content des factures qu'on lui envoie, il peut ne pas être content de la qualité du travail qui a été fourni, il peut estimer qu'on n'a pas consacré assez de temps à son dossier. Après, il faut s'en expliquer. Et il faut aussi être conscient en tant qu'avocat que parfois, on peut louper quelque chose, que bah oui, on est faillible, ça arrive. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des assurances. Voilà. Alors évidemment, si ça arrive tous les jours, c'est problématique. Mais, mais on est confronté au cours d'une carrière au moins une fois à une réclamation. Après, est-ce qu'elle est fondée, pas fondée, ça, c'est le débat qui se posera. Mais voilà, recevoir une réclamation d'un client, ça fait aussi partie de l'activité. Mais tu vis pas dans la peur, dans le stress, dans la crainte de ces choses-là? Non, 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 Non. non, il faut pas. D'accord, Non, d'accord, d'accord. non, il faut pas. Il faut pas. Et si d'aventure on commençait à craindre tous les jours les réclamations des clients, c'est peut-être que il y a un problème au niveau de la profession et de comment on l'exerce. C'est peut-être aussi le moment de se remettre en question. D'accord. Et est-ce qu'être avocat, parfois, ça implique de mentir? Est-ce que quand on est avocat, des fois, on se met dans des situations où on ment? Ou est-ce que parfois certains avocats mentent et pas d'autres? Bah, mentir, ça suppose de connaître la vérité. Et la vérité, on ne la connaît pas.
Nous, on a une vérité, c'est ce que le client nous dit. Alors après, est-ce qu'on a des pièces qui vont dans son sens ou pas dans son sens? Voilà. Euh, Si effectivement on se rend compte que peut-être la version que nous donne le client est quand même sérieusement remise en question par les pièces du dossier, c'est notre devoir de lui dire, bon, faites attention, il y a ça dans le dossier, faudrait pas prendre le juge pour un demeuré, hein. C'est pas, voilà, il faut faire attention parce que ça va être en votre défaveur. Donc, mentir, je ne sais pas si on peut appeler ça mentir. On peut avoir des informations, qu'on ne peut pas révéler parce qu'on est tenu au secret professionnel. Et dans ces cas-là, ça pourrait être peut-être une forme de mensonge, mais c'est pas. Normalement, on n'est pas censé, en tout cas, déformer la réalité des choses telle qu'elle est. Parce que, admettons, là, tu as un client. Il te dit, Loïc, enfin, maître, j'ai commis ces faits, c'est moi. Voilà, c'est moi. Tu consultes le dossier et tu t'aperçois que le dossier est vide, il n'y a rien dedans. Ouais. Est-ce que tu peux te mettre dans la position de mentir en disant non, moi, mon client, il n'a rien fait du tout. Qu'est-ce que vous me racontez là? Ah oui, Est-ce que c'est possible? parce que s'il y a rien dans le dossier, ben, il n'y a rien dans le dossier. C'est pas, juridiquement, c'est pas un mensonge. Et moi, de toute façon, Juridiquement, je peux pas révéler. Alors, moralement, c'est peut-être effectivement, moralement, ça peut être peut-être perçu comme un mensonge. Mais en tout cas, juridiquement, ça n'en est pas un. Ce qui serait un mensonge juridique, euh, ça pourrait être de dire, ben voilà, notre client a envoyé telle lettre à son employeur pour l'avertir pour lui faire état de reproche, etc., alors qu'on sait pertinemment que cette lettre n'a pas été envoyée. mhm. Euh, et ce serait mentir. Voilà, si le client vient, il nous fait état d'une pièce euh, dont il nous dit que ça n'a pas été communiqué, que voilà, et que nous on ne tient pas compte de ça, bon voilà, ça peut poser des problèmes. Normalement, on n'est pas censé mentir, mais par contre, quand on a un dossier vide, voilà, et que le client alors quand on a un dossier vide, le client nous dit c'est moi, bah, là on va plutôt dire bah, écoutez, il n'y a rien dans le dossier, donc à la rigueur, voilà. Mais alors après, c'est pas parce qu'il n'y a rien dans le dossier que le client va pas dire va pas reconnaître les faits, hein. C'est pas dit non plus, D'accord. hein. Parce que ça, c'est à discuter avec le client. Est-ce que vous reconnaissez les faits ou pas? Si le client reconnaît les faits, ben, c'est tout, on ment pas. Le client a commis les faits, tout ça. Euh, voilà, je pourrais mentir. Oui, mon client a une promesse d'embauche à sa sortie de détention. Oui, mais si on sait que c'est faux. Parce que nous, on les demande, les justificatifs quand même. Bien sûr. Bon, et la juridiction aussi, en l'occurrence, les demande. Donc là, c'est un peu un cas d'école. Ça ne se produirait pas en réalité. Mais voilà, on serait pas censé mentir. Alors après, évidemment, il faut qu'on soit en mesure de savoir ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Et sur les faits, c'est compliqué parce qu'on n'était pas là. Donc, et puis, on apprend aussi avec le métier d'avocat que deux personnes qui assistent au même fait peuvent avoir des versions totalement différentes de ce qui s'est passé. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est incroyable, c'est qu'on peut confronter deux versions et écouter, en ne connaissant pas l'histoire, on écoute la version de l'un et la version de l'autre, on se demande s'ils ont assisté à la même scène. Ah ouais, Bon, à ce point-là. voilà, ça fait partie, voilà, et le travail du juge au milieu, c'est essayer de dire ce qui est le plus vraisemblable en fonction des éléments qui ont été recueillis. Mais parfois, c'est pas évident. C'est compliqué, ouais. J'ai, je veux t'amener sur une autre question parce qu'on a un peu parlé d'avocats en nouvelles technologies. À l'heure de l'intelligence artificielle, de cette évolution toujours plus poussée, plus constante de ces nouvelles technologies, est-ce que finalement l'avocat, c'est vraiment un métier d'avenir ou est-ce qu'à terme, les avocats ne vont pas être remplacés? Alors ça, je sais pas. C'est l'avenir qui nous le dira. J'ai vu récemment passer cette application basée sur l'intelligence artificielle. Voilà, vous lui posez une question, elle va vous donner la réponse. Euh,
Le souci, c'est que le métier d'avocat, ça va au-delà de ça. Il suffit pas de répondre à une question. Si la question c'est comment sont payées les heures supplémentaires, bon, bah ça, on le tape sur Google, on a la réponse. Bien Voilà. sûr. Souvent, on va pas voir un avocat pour ça. Souvent, on va voir un avocat parce qu'on a une configuration donnée avec des faits donnés et il faut les analyser, les qualifier juridiquement, etc. Et aujourd'hui, on n'a pas de système informatique suffisamment intelligent pour pouvoir porter une analyse et une qualification juridique poussée sur des faits. Et d'ailleurs, ce serait potentiellement problématique parce que on voit bien que sur des faits donnés, deux personnes peuvent en avoir une perception différente. Et donc, d'un côté, il y aura souvent ceux qui ont bien agi et ceux qui ont mal agi. Et il faudra faire la part des choses pour donner à l'un et à l'autre le rôle de bon ou mauvais, entre guillemets. Mais si on pose une question à une intelligence artificielle, toutes les intelligences artificielles sur tous les téléphones portables vont donner la même réponse. Si je dis par exemple, je pose la question à une intelligence artificielle, est-ce que je peux être licencié si je suis ivre sur mon lieu de travail? Bah, l'intelligence artificielle va répondre oui, évidemment, vous pouvez être Mhm. licencié pour faute grave. Mais ce que l'intelligence artificielle n'aura pas vu, parce qu'elle n'avait pas les données du litige et qu'elle ne pouvait pas les analyser, c'est que le contrôle d'alcoolémie, par exemple, qui a été fait par l'employeur, était irrégulier, pour X et Y raisons. D'accord. C'est un Voilà. sujet qui est Et donc, passionnant. ça c'est la plus-value, ça c'est la plus-value de l'avocat. J'ai des dernières questions, Loïc. Je te remercie de m'avoir accordé autant de temps. Ça fait déjà 1h20 qu'on parle et je trouve ça passionnant ce que tu nous racontes aujourd'hui. Aujourd'hui, un jeune qui voudrait se lancer ou un moins jeune, quel conseil tu lui donnerais pour devenir avocat? Quel conseil au singulier? Au singulier, au pluriel, comme tu préfères. euh, Bah, s'il veut se lancer, qu'il a vraiment envie de se lancer, qu'il se dit que c'est pour lui, bah, qu'il y aille et vraiment, voilà. Faut pas hésiter, faut pas hésiter à y aller. Il y a de la place chez les avocats. Il y a toujours des nouveaux domaines du droit qui apparaissent, donc avec des nouveaux avocats qui apparaissent. Donc il y a vraiment de la place pour tout le monde. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer. Par contre, il faut travailler, beaucoup travailler, et il faut beaucoup s'investir pour réussir. Et moi, je peux que recommander à des personnes qui seraient intéressées de se lancer ou d'essayer de venir voir auprès d'avocats ou même d'aller dans les tribunaux assister à des audiences pour voir comment se déroule la justice à des audiences, voir concrètement qui fait quoi, comment ça se passe, euh, pour se faire une idée sur ça, parce que vraiment, c'est un métier qui vaut le coup d'être exercé. Euh, et franchement, c'est même plus qu'un métier, c'est une aventure, il se passe toujours quelque chose. Donc, on n'a pas de routine dans ce métier-là. Donc, Mhm. vraiment, si des personnes sont motivées, il faut vraiment qu'elles y aillent et qu'elles se donnent les moyens d'y arriver. Est-ce que tu as eu un modèle? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as admiré et qui t'a amené là où tu es aujourd'hui? Que ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec le droit, ça peut être personne, hein. Ah, non, je dirais pas un modèle au sens quelqu'un dont on aimerait suivre les traces à la lettre pour faire. Non, je pense que dans mon parcours, j'ai eu des personnes inspirantes. Mhm. Il y a eu des personnes inspirantes, ça va de certains profs de lycée, des profs d'université. Ensuite, dans le milieu professionnel, j'ai rencontré d'autres personnes inspirantes et j'en rencontre
je rencontre encore tous les jours, y compris des confrères plus expérimentés, qui nous livrent des histoires, qui nous racontent un petit peu leur carrière. Voilà, c'est des choses inspirantes, c'est des choses qui donnent envie d'y aller à fond et toujours plus, quoi. Est-ce qu'il y aurait un livre, une série ou un film qui t'a marqué et que tu as envie de recommander? Alors je pense que parmi les livres, il faut lire les livres des avocats. Alors, il y en a plein, hein, évidemment. Il y a Éric Dupond-Moretti, il y a Franck Berton. Voilà, ils racontent la façon avec laquelle ils vivent ils vivent le métier, ils vivent les affaires. Alors, il y a pas que, il y a des livres un peu plus généraux, on va dire, hein, sur la profession. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à lire ce type d'ouvrage. Alors après, en série, c'est compliqué. En série, c'est compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, parce que pour le coup, il n'y a pas de parti pris cinématographique, il y a des documentaires qui sont parfois diffusés sur France Télévisions, Mhm. où ils retracent des sessions d'assises, une journée au tribunal correctionnel, où en fait on a un narratif mais qui ne fait que décrire le rôle de chacun. Alors, ça c'est le procureur, ça c'est le juge, ça c'est l'avocat de la défense, et qui ne prend pas position sur ce qui se passe, voilà, il n'y a pas de commentaire. Il ne faut pas qu'il y ait de commentaire, pour que ce soit vraiment le plus objectif possible. Euh, donc regarder ce type de documentaire, ça peut être intéressant aussi pour commencer à se familiariser avec l'univers judiciaire. Mais vraiment, ce que je recommande le plus, c'est d'aller voir une audience en vrai, de Mhm. vivre une audience en vrai. Alors, bien sûr, pas du côté des parties, parce que sinon, ça veut dire que les personnes ont des problèmes, mais d'aller assister à une audience publique en tant que spectateur. Et vraiment regarder comment ça se passe et s'imprégner de cette atmosphère, parce que la justice, c'est un peu l'hôpital, c'est une atmosphère particulière. Bon, là, il faut s'en imprégner. D'ailleurs, ça me fait penser, parce qu'on a parlé un peu des erreurs judiciaires tout à l'heure, j'avais vu un film qui s'appelle Présumé coupable, qui est un excellent film. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu, mais en tout cas, je vous le conseille. C'est vraiment un très bon film sur l'affaire d'Outreau, en parlant d'erreurs Mmh. judiciaires. Donc, ça peut aussi intéresser les gens de voir un peu les conséquences d'une erreur judiciaire. Aujourd'hui, Loïc, on peut te retrouver où? Est-ce que tu as un site internet à nous partager? Est-ce que tu as des éléments à nous donner? Oui, il y a un site internet, mais ma déontologie m'interdit de faire plus de publicité que ça. Donc, voilà, je suis pas là pour faire de la pub, je suis là pour présenter le métier d'avocat. Donc, mais oui, alors le site internet, pour le coup, c'est vrai, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi un moyen Mhm, pour un jeune avocat de se faire connaître. Euh, c'est quasiment devenu indispensable mhm. aujourd'hui à l'ère d'Internet. Parce que les personnes vont aussi avoir le réflexe Google, le réflexe qu'on a tous, c'est chercher sur le smartphone le restaurant, le médecin, d'aller sur Doctolib. Bon, bah, les avocats, c'est pareil. Euh, Ouais. par contre, ce que je peux dire, ça mérite d'être connu, le Conseil national des barreaux, qui est l'organisme qui je sais pas comment dire, l'organisme représentatif de la profession d'avocat, a créé une plateforme, forme d'un annuaire, en fait, avec nos domaines d'activité et nos lieux d'exercice, qui permet à toute personne de chercher un avocat, de demander des devis, d'entrer en contact, de faire des consultations par vidéo. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et sur lesquels, en fait, les personnes peuvent retrouver tous les avocats de France. Ça, c'est un outil qui est vraiment intéressant pour les personnes qui nous écouteront. Bah écoute, Loïc, c'est tout à ton honneur de ne pas faire cette publicité, c'est tout à ton honneur. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir pris ce temps avec moi pour parler du métier. Je pense que ça peut être très utile à beaucoup d'entre nous, à beaucoup de jeunes. Et puis voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un mot de la fin?
Non, écoute, je t'en remercie pour cette invitation. Et puis, je souhaite à toutes les personnes qui nous regarderont, en tout cas, j'espère que ça va les éclairer, que ça va peut-être pas forcément leur donner envie, parce que c'est peut-être pas finalement ça la finalité, mais au moins que ça puisse répondre à un certain nombre de questions qui sont posées. Et peut-être que pour les personnes qui avaient envie, ça leur confirmera cette envie. Et peut-être qu'un jour, je les recroiserai avec grand plaisir dans les palais de justice. En tout cas, merci à toi, Loïc. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, donc sur Spotify, sur Apple Music, mais également sur YouTube. Voilà, donc on a hâte de vous partager d'autres témoignages comme celui de Loïc aujourd'hui et je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Allez, à la prochaine et merci à vous tous.